Mesdames et messieurs, rebonsoir. Comme promis, nous nous retrouvons pour votre émission Zoom sur. Ce soir, nous parlerons de la grave recrudescence des cas de coronavirus en Mauritanie. En un mois, nous sommes maintenant à 9000 cas de contamination et rien qu'aujourd'hui, nous avons enregistré 6 décès liés au coronavirus, dont un médecin, pour vous dire à quel point la situation est alarmante. Et pour en parler ce soir, nous avons avec nous Dr Amadou Ndiaye, qui est responsable du centre d'isolement Covid-19. Nous avons également avec nous Dr Mohamed Yahya ou Sidi Mohamed, médecin-chef de la Mourata d'Elmina. Les pouvoirs publics ont pris des mesures de prévention et parler aux populations contre la recrudescence des cas de coronavirus, un certain nombre de mesures que nous allons voir avec Mamadou Gueye. Compte tenu de la recrudescence des cas de Covid-19 enregistrés ces derniers jours dans notre pays et sur recommandation du ministre de la Santé, le Conseil des ministres, tout en reconduisant les mesures prises par le comité interministériel chargé de la gestion et du suivi de la pandémie lors de sa réunion du 18 novembre 2020, a pris les mesures suivantes. Tenir les réunions du Conseil des ministres par quinzaine durant le mois de décembre 2020. Réunir le comité interministériel chargé de la gestion et du suivi de la pandémie Covid-19 chaque semaine pour évaluer et prendre les mesures qui s'imposent. Suspendre les cours dans les écoles et universités pour une durée de 10 jours et ce, pour compter du vendredi 4 décembre 2020 à 13h au lundi 14 décembre à 8h. Intensifier la sensibilisation des populations autour des mesures barrières, notamment au niveau des marchés. Réduire le nombre de personnes travaillant dans les administrations publiques sur la base de l'appréciation des ministres. Limiter les rencontres physiques non indispensables et privilégier les visioconférences et les échanges téléphoniques pour les rencontres jugées nécessaires. Mener des campagnes de désinfection des administrations et des lieux publics. Interdire les rassemblements publics non essentiels. Commentant ces résultats lors du point de presse hebdomadaire, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Ahmed Salem Omerzouk, a déclaré que le gouvernement a décidé de prendre un ensemble de mesures pour faire face à la récente montée de la pandémie Covid-19. M. Omerzouk a précisé que la présence du personnel dans le département ministériel sera également réduite. Cette déclaration a été faite lors de la séance de commentaires du résultat du Conseil des ministres du mercredi 2 novembre. Il a ajouté que le comité interministériel en charge du Covid-19 se réunira toutes les semaines pour faire le suivi de la situation épidémiologique. Le Conseil a décidé la stérilisation périodique des lieux publics et l'interdiction des rassemblements non nécessaires, soulignant que les efforts seront axés sur la sensibilisation et notamment dans les marchés et lieux publics. Voilà, peut-on parler de deuxième vague? Que s'est-il passé? Pourquoi et comment? Et quelles sont les mesures à adopter contre la recrudescence des cas de coronavirus? Nous avons avec nous bien sûr ce soir le Dr Ndiaye, qui est bien sûr le responsable du centre d'isolement Covid-19. Dr Ndiaye, est-ce qu'on peut parler de deuxième vague, concrètement? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, je pense que sans hésiter, on peut bien parler de deuxième vague. Nous avons connu une première phase de cette épidémie à laquelle nous avons vraiment bien répondu. Nous avons vu les mesures qui ont été prises nous ont permis d'avoir une certaine accalmie. Et puis après, quand l'épidémie s'est installée, nous avons aussi également bien la gérer. Nous avons aussi bien la gérer également et maîtriser. Et qu'à un certain moment, nous avons eu également une période d'accalmie où vraiment les cas étaient faibles et même on est arrivé à des moments où on ne détectait même pas des cas. Et puis depuis le début du mois d'octobre, même depuis septembre, nous assistons à une recrudescence du nombre de cas, mais surtout le nombre de cas d'hospitalisation. Qui reflète effectivement vraiment l'existence d'une deuxième. Mais qu'est-ce qui explique cela, monsieur Bon, il y a plusieurs facteurs qui concourent en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs facteurs qui concourent et notamment
le non-respect des mesures barrières que nous avons vues à la première phase qui ont donné leur effet. Nous avons vu que à un certain moment, tout le monde a semblé relâché, croyait qu'on a passé le cap critique et donc les mesures barrières ont été abandonnées, les rassemblements, donc l'absence de port de masque et puis les regroupements inutiles. Mais où se trouve le mal? Est-ce que ça veut dire que la campagne de sensibilisation n'a pas porté ses fruits ou à un moment il y a eu un relâchement aussi au niveau de la communication peut-être? Non, je pense que la communication elle a toujours existé et la sensibilisation elle a toujours existé, mais bon, il y a eu à un certain moment une réticence, peut-être un manque de réceptivité de la population. Et tout le monde a cru que peut-être qu'on était sorti d'affaires et les gens ont relâché un peu les précautions et les mesures barrières. Et nous voyons ce qui se passe autour de nous et dans le monde. Donc les centres de décision à un moment est fautif à un moment. Si vraiment les populations se sont relâchées, oui. Et tout, à un moment on peut se dire que le centre de communication est fautif. Bon, le sens de communication n'est pas pour autant pas dire que fautif. Ici, la responsabilité elle est commune. Si tout le monde est responsable la situation était grave, tout le monde face à cette situation, tout le monde devait prendre ses responsabilités, y compris donc vraiment la population. La population n'a pas su vraiment respecter et exécuter donc les mesures qui ont été ou les consignes qui ont été données par les autorités sanitaires ou les autorités, en tout cas le pouvoir public. Et la conséquence, effectivement, il y a eu une recrudescence des cas et puis on assiste à progressivement une augmentation du nombre de cas, surtout du nombre d'hospitalisations et de décès. Docteur Mohamed Yahia, vous êtes médecin-chef de la Moukhata d'Elmina, où il y a quand même une forte concentration des populations et des marchés et des gares routières, entre autres. Comment ça se passe de votre côté? Merci. Je remercie d'abord la TVM de nous donner l'occasion d'apporter notre contribution, aussi maigre soit-elle, pour amener nos concitoyens à adopter des mesures, les mesures qu'il faut face à cette pandémie qui a beaucoup de particularités. Entre autres, les nouvelles non seulement pour nous, mais pour tout le monde. Il a été extrêmement médiatisé. Nous entendons une thèse et son contraire quelques jours après. La thèse et son contraire sont argumentés et assis sur des bases physiologiques extrêmement complexes. Si bien que personne ne sait plus faire la différence entre le vrai et le faux. Comme l'a si bien dit Dr Ndiaye, le taux d'occupation des lits est un facteur qui reflète l'augmentation du nombre de cas et va suivre son évolution. Le taux d'occupation des lits suit exactement l'évolution et la propagation de la maladie. Et donc, c'est un facteur qui reflète parfaitement. Mais comme je vais vous poser la même question que j'ai posée tout à l'heure à Dr Ndiaye, qu'est-ce qui explique cette situation? Déjà, dès le début de la première phase, enfin, ce qu'on a appelé la première vague, déjà, on parlait d'une deuxième vague. On parlait de l'émergence, certainement, d'une deuxième vague qui allait arriver. Sur quoi il se base? Certainement sur l'expérience par rapport à d'autres pandémies qui ont survenu, notamment les grandes pandémies de grippe de 2017 et de 1917 et 1919, qui ont évolué de la même manière par vague.
Donc cette situation était prévue. Elle était prévue. Elle était prévue dès la première vague. On savait déjà qu'il allait en survenir d'autres, une deuxième, peut-être une troisième. Mais qu'est-ce qu'au niveau de votre centre vous avez fait au niveau de notre centre, pour prévenir justement cette situation-là? C'est exactement les mêmes profils que le reste du pays. Nous assistons à une recrudescence de cas depuis début novembre. Au passage, je salue l'INRSP qui est un grand pourvoyeur de tests positifs, je veux dire, de cas positifs. C'est notre essentiel pourvoyeur. Et nous sommes actuellement sur, pour ne parler que de la semaine écoulée, sur 43 tests environ, nous avons... au niveau de votre centre? Au niveau de la Muqata'a. 43 tests positifs? Non. Sur ces 43, il y a 9 positifs. J'ai l'habitude de dire que, quoi que nous fassions, ce ne sera toujours que la partie visible de l'iceberg. Nous sommes en train de faire des tests, mais certainement pas suffisants pour refléter la véritable étendue de la pandémie. De la pandémie chez nous. Et nous avons dans notre bilan aujourd'hui le décès d'un des vôtres, un médecin. Oui. Comment vous présentez cette situation? Personne n'est épargné en réalité. Personne n'est épargné. Le personnel médical est en première ligne et donc certainement plus exposé malgré toutes les protections, toute la protection. Il arrive un moment où on relâche, on met sa propre protection en arrière-plan quand on a devant soi des situations qui demandent toute notre attention. Ça, je l'ai vécu. Dès qu'il y a une situation cruciale qui mobilise votre attention, on met sa propre sécurité en arrière-plan. Tout à fait au début, le personnel médical n'approchait le malade pour le moindre prélèvement, que ce soit une TDR ou une PCR, qu'avec les combinaisons que certains qualifient d'astronautes, couverts des pieds à la tête avec ces lunettes de protection et tout. Docteur, petit à petit, la situation s'est démystifiée et j'en vois qui à peine mettent leurs gants et leurs masques, c'est tout. Quelquefois même, ils ne mettent qu'un seul gant pour... Donc il y a une négligence coupable. Disons que c'est plutôt une démystification, oui, une démystification de la maladie. Nous voyons dans les pays, dans d'autres pays, beaucoup plus au courant que le nôtre, les gens au bord de la route, avec seulement un masque et des gants, faire des écouvillonnages laryngés. Au passant, les voitures qui passent s'arrêtent juste le temps de... Donc Sonia, est-ce votre avis concernant la démystification? Effectivement, bon, c'est qu'avec le temps, on a appris à vivre avec la maladie, donc on s'est adapté, on a intégré dans nos activités quotidiennes. Et puis, comme il a dit, effectivement, quand on démystifie, on a tendance à revenir à la situation basale à laquelle on était. Et donc ça qui a fait, on peut dire qu'il y a eu un certain relâchement un peu sur les mesures d'hygiène ou les mesures de protection, qui peut expliquer qu'effectivement le personnel de santé qui est en première ligne soit un peu touché. Mais c'est connu dans toutes les épidémies du monde. Hein. Les personnels santé payent toujours un lourd tribut parce que c'est la première ligne, c'est eux qui... Et nous assistons quand même au premier décès d'un médecin en Mauritanie. Oui, nous le réglotons, mais c'était prévisible hein, qu'il
il pouvait y avoir, on s'y attendait qu'un jour ou l'autre ça arrivait. Paix à son âme, nous prions pour que son âme repose en paix. Et toutes nos condoléances à sa famille et toute la famille médicale mauritanienne. C'est regrettable, mais bon, ça devait arriver. Mais à la suite de cela, est-ce qu'il y a des mesures particulières que le département de la santé va prendre pour garantir plus d'assurance pour justement le personnel de santé qui est en front line? Non, moi, je pense que les mesures ont été toujours prises. Le personnel, le département de santé a toujours donné la priorité de protection au personnel de santé parce que c'est la première ligne, c'est eux qui sont sur le front, donc sur le champ de bataille. Donc ils ont eu toujours la primauté de protection. Et je pense que maintenant, s'il y a un message à dire aux confrères, au personnel de santé, c'est de se ressaisir, de savoir que vraiment ils ne sont pas aussi vulnérables qu'ils puissent invulnérables plutôt qu'ils puissent le croire, qu'ils sont comme tout le monde, ils peuvent être infectés, et donc c'est de redoubler de vigilance, et que les moyens de protection existent, ils sont là, il faut les utiliser, ils sont faits pour ça, il faut les utiliser, et il faut se préserver, parce que nous sommes la ligne de front. Si nous tombons, le combat est perdu. Les personnels de santé, vraiment, doivent faire tout. Donc mais y a-t-il des sensibilisations continues, bien sûr, des formations aussi continues pour le personnel de santé? Effectivement, la formation elle est continue sur le terrain. C'est des rappels quotidiens qu'on fait à chaque fois avec les équipes, à chaque fois qu'il y a une équipe qui est, du moins en tout cas là où nous sommes, à chaque fois que l'équipe est là, nous faisons les rappels toujours sur les moyens de protection. Nous supervisons toujours les entrées et les sorties et comment se débarrasser des déchets et des outils de protection pour ne pas se contaminer. Mais il arrivera toujours à un moment où il y a une petite erreur qui, comme il a dit, il y a un cas de force majeure qui détourne un peu votre attention. Oui, justement, Dr Mohamed Yahya, au niveau de la Muqata d'El-Mina, est-ce que c'est la même chose, les formations, des sensibilisations continues pour le personnel? Oui, parfaitement. Tout à fait. Au cours de la première vague, je peux dire que nous avons été un tout petit peu pris au dépourvu. Au début, tout à fait au début de la pandémie. Tout à fait au début de son installation chez nous. Ce n'est pas le cas maintenant. Je pense que dans toutes les structures de santé, il y a un stock conséquent de matériel de protection très varié, des combinaisons, des surblouses, des masques, des gants, des gels hydroalcooliques. Tout ça est sur le terrain, c'est sûr. Ce que je déplore plutôt, c'est justement la banalisation de la maladie. En fait, il y a toujours deux attitudes. Ça, même dans la population générale, il y a deux attitudes. Il y a des gens qui en font une psychose et une phobie de tous les instants. Et il y a ceux qui pratiquent plutôt le déni, et qui, comme s'il n'y avait rien du tout. Je pense qu'entre les deux, il y a une attitude correcte, qui est celle d'avoir la tête sur les épaules, de savoir qu'il y a des pratiques qu'il faut absolument intégrer à son quotidien. Et c'est tout. Le directeur de la santé a quand même appelé hier aux populations de ne pas se laisser aller à la panique et voilà, et d'adopter les mesures qu'il faut, et aussi également de savoir à qui s'adresser quand on a des symptômes. Oui. Est-ce que selon vous cet appel sera entendu, oui ou non? C'est quand même passé hier au niveau du journal. Je l'espère, parce que selon l'expérience des pandémies passées, beaucoup de morts ont été mis sur le compte de la peur, rien que de la peur. Et donc, on craint cet état de fait, et on voudrait bien que les gens adoptent la juste mesure, qui est celle de ne pas être paniqué et de ne pas non plus banaliser, banaliser à l'extrême la maladie.
qui est celle de voir les choses telles qu'elles sont, de savoir que ces mesures barrières sont l'essentiel de ce qu'on peut faire. Oui, justement, parlons de ces mesures barrières. Il y a quand même une forte concentration de centres d'occupation à Elmina, quand par exemple le marché de bétail, où les gens ne semblent pas vraiment respecter ne respectent pas les mesures barrières, disons. Quel commentaire faites-vous là-dessus? Il y a de gros marchés, effectivement, et jusqu'à tout récemment, on peut dire qu'il y avait un certain laisser-aller. Depuis hier, nous avons repris les anciennes pratiques de la première vague, celle d'installer des lave-mains aux entrées, d'exiger le port de masques à l'entrée du marché, et des équipes sillonnent le marché à la recherche de commerçants non masqués, histoire aussi de rappeler à l'ordre les gens qui ne le portent pas. Le lavage de mains est obligatoire, je disais, à l'entrée du marché. Et donc, j'espère que tout ceci apportera des fruits parce que nous culminons actuellement à près de 170 cas. Je pense que c'est assez alarmant. C'est assez alarmant. Docteur Ndiaye, pensez-vous que ces mesures sont suffisantes ou il faut d'autres mesures plus coercitives pour que les populations puissent répondre? Bon, c'est une lutte contre... C'est une chaîne de transmission qu'on essaie de rompre pour vaincre la maladie. Et effectivement, ces mesures barrières sont très importantes. Elles paraissent être contraignantes pour certains, mais leur suivi, leur application est nécessaire et devrait être vraiment... Mais est-ce qu'il vaut plus, il faut plus, par exemple, des mesures plus drastiques pour que les populations puissent vraiment se rendre compte à quel point la situation est dangereuse? Il faudrait que la population comprenne que la situation est grave et que l'heure n'est pas au laisser aller, ou que l'heure est vraiment à se ressaisir, de savoir que c'est un combat pour tout le monde, c'est un combat de tout le monde. Mais faut-il revenir au confinement, par exemple, pour faire comprendre à la population? C'est-à-dire qu'il faut quand même, peut-être même si on ne revient pas au combat, il faut faire de sorte que ces mesures barrières soient strictement et scrupuleusement respectées par la population, par l'ensemble de la population et par tout un chacun. S'il faut revenir au confinement, on reviendra au confinement parce que si ça... On a vu ce que ça a donné ses résultats. Ça a donné un résultat pour la première vague ou la première phase. S'il faut donc revenir au confinement, revenir au couvre-feu, à l'interdiction de tout rassemblement donc, de population, il faut y revenir si c'est vraiment ce qui va nous permettre de limiter la propagation aujourd'hui de la maladie. On n'hésitera pas, je pense, à le demander, à ce que ça soit fait. On dit encore une fois que Nouakchott est le principal foyer de la maladie. Oui, bon, Nouakchott, c'est la plus grande agglomération de la Mauritanie. Tout le monde, c'est la concentration. Donc, et puis, si vous regardez Nouakchott, quand tout le monde se réveille, tout le monde converge vers le même point. Tout le monde converge vers la capitale. Et donc, il y a une agglutination ou bien un amassement de population, donc de contacts étroits. Et si les mesures barrières effectivement ne sont pas respectées, le port de masque par exemple n'est pas respecté, la distanciation sociale n'est pas respectée, et forcément on multiplie le nombre de contacts, et en multipliant le nombre de contacts, on favorise la propagation du virus. Le virus est là, il est en train de circuler. Donc la meilleure façon de l'empêcher de sévir, c'est de ne pas le laisser circuler. Pour l'empêcher de circuler, c'est justement, il faut ces mesures barrières, il faut éviter, si ce n'est pas indispensable, il faut éviter de circuler. Docteur Mohamed Yahya, quelles sont les mesures que vous pensez être le plus efficaces dans la situation dans laquelle on est? Oui, actuellement, nous sommes justement là-dessus. À commencer par la distanciation, le port des masques, la désinfection des mains, éviter... Oui, mais nous savons que ça n'a pas donné de bons résultats dernièrement. Pour ce qui est
du confinement et même du couvre-feu, il y a un comité qui suit l'évolution de la pandémie régulièrement et qui pourra peut-être en arriver là, ce ne sera pas une aberration. C'est fonction de l'évolution de la pandémie. Beaucoup de pays qui étaient confinés en certain moment, qui ont déconfiné, sont revenus au confinement ensuite. Donc ce n'est vraiment pas une aberration si, les conditions nous amènent à un nouveau... Des sanctions pécuniaires, confinement. par exemple. Des sanctions pécuniaires, par exemple. Pensez-vous que ça puisse être une solution à ce problème? Oh, je ne sais pas. S'il faut commencer à punir les gens, à leur donner la chasse, il faut d'abord essayer de les amener par eux-mêmes à se rendre compte de la gravité de la situation. Voilà, à se comporter correctement. Je pense que c'est mieux, que c'est la bonne solution. Mais à un moment, il y a quand même beaucoup des cas de grippe en ce moment et de la fièvre dingue aussi. Comment on fait pour éviter un petit peu la confusion et la panique au niveau de la population? Comment gérez-vous cette maladie, situation? comme je disais tout à l'heure, est une maladie nouvelle. Elle continue à susciter plein de questions. Entre autres, comment faire la différence entre elle et d'autres pathologies, notamment la grippe, qui obéit plus ou moins au même profil. Est-ce qu'elle confère une immunité durable? Est-ce qu'on ne peut pas faire encore un Covid-19 maintenant et le refaire après? Ça, c'est des questions qui sont régulièrement posées. Jusqu'à présent, on en est au stade de théorie. Mais est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les symptômes des uns et des autres, par exemple, sur le symptôme de Covid et c'est à peu près, c'est plus ou moins la même symptomatologie. Il y a une symptomatologie pulmonaire, il y a des myalgies. Des myalgies, c'est-à-dire des douleurs musculaires, des céphalées, de la fièvre. Les gens qui se sont penchés sur le problème puisque les signes sont pratiquement les mêmes, ont essayé de faire la différence par la chronologie des signes. Et ils ont remarqué... Vous pouvez revenir un peu sur la chronologie des signes? Oui, il y a essentiellement deux signes. Une symptomatologie pulmonaire et la fièvre. Il paraît que dans le Covid-19, la fièvre arrive en premier. Et avec la grippe, c'est plutôt la symptomatologie respiratoire qui arrive en premier. Et là, beaucoup d'espoir se fondent sur cette chronologie-là pour faire la différence entre une grippe parce qu'en fait, le Covid-19, c'est une grippe, c'est une pneumonie, c'est un problème pulmonaire. Ça a exactement le même profil qu'une grippe. Et donc, sur cette chronologie des signes, on a essayé de faire la différence. Docteur Undia, est-ce qu'on n'a pas tendance un petit peu à mélanger un peu les deux signes pour la grippe, pour la dengue ou bon, Covid-19? il faut dire qu'il y a plusieurs maladies qui se partagent toujours plusieurs signes. Et donc, c'est toujours intéressant de faire la différenciation, donc faire ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Et ce qui est important, c'est que la population comprenne qu'il faut consulter très tôt. Dès qu'on commence à sentir un signe, il faut aller vers le professionnel de santé pour faire la part des choses. Dire oui, ça c'est une grippe banale, ça peut être la dengue, ou ça c'est peut-être que c'est le Covid-19, et puis après c'est les analyses qui vont faire la part des choses. Mais aujourd'hui, comme il a dit, il y a peu de signes vraiment qu'on peut dire tout de suite quand on me dit j'ai ce signe, et je vais dire ah ça c'est vraiment le corona. Même si vous ne faites pas le PCR à 99%, c'est le corona. Mais il y a aussi le problème des coûts qui se posent. Comment? Le problème des coûts qui se posent, par exemple. Le coût, non, mais aujourd'hui, je pense que nous sommes un des rares pays. Le goût. Le goût, oui, le goût. Le goût, oui, le goût et l'odorat semblent être vraiment plus pour le corona
que pour la dengue. Parce qu'il y a quand même du diagnostic vraiment à la maison. Des fois, tu as la fièvre, c'est peut-être que Covid, tu as le goût tu n'as plus de goût, tu n'as plus d'odorat. Donc finalement, bon, quand il y a une perte de l'odorat, une perte de goût, on pensera plus que c'est le Covid qu'à autre chose. Le premier diagnostic, en tout cas, auquel il faut penser, c'est que peut-être vous faites un Covid. Mais si vous avez, par exemple, comme elle a dit plus tôt, c'est des signes respiratoires qui viennent en premier, puis après, la fièvre vient tardivement, peut-être penser que c'est la grippe. Encore que, je vous dis que ce n'est pas vraiment spécifique, c'est pas ça. Il y a toujours des chevauchements entre les différents signes. Mais toujours est-il que ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas attendre que les signes s'intensifient, il ne faut pas attendre que vraiment que les signes atteignent leur apogée pour aller consulter. Dès qu'on, dans le contexte actuel où nous sommes, le moindre signe doit demander donc une assistante médicale. Est-ce qu'au niveau des centres de santé, les médecins sont prêts à accueillir cette nouvelle forme? Oui, je pense qu'aujourd'hui, tous les médecins sont sensibilisés et ont reçu l'information et même, je dirais, la formation qu'il faut pour recevoir les gens, faire la première évaluation et orienter tout de suite le malade vers un centre de dépistage ou un site de prise en charge. Je pense que sur ce il faut quand même une forte sensibilisation parce que des fois on peut assister à un personnel qui dit que non, vous avez que la grippe, vous pouvez rentrer. Et les gens ont peut-être peur aussi de s'adresser à un moment au médecin ou au personnel de santé pour ne pas justement qu'on leur confirme que c'est le médecin qui voit le patient le premier et qui fait une évaluation, il juge, il fait une première évaluation, il juge que ce n'est pas ça. Il peut se tromper au début, mais après, c'est un diagnostic toujours qu'on va rattraper très tôt, parce que, bon, il peut penser que c'est la grippe, il va donner un traitement de la grippe, ou bien que c'est un accès palustre, mais ça ne cède pas. Dans 24-48 heures, on a toujours de la fièvre, donc on pense que ce n'est pas ça, il faut revoir le diagnostic. Le contexte actuel dans lequel nous sommes, donc des symptômes qui persistent 24-48 heures malgré un traitement bien conduit, il faut penser que c'est le Covid-19 et faire le dépistage du Covid-19. Je peux? Oui, bien sûr. Justement, ce problème de diagnostic différentiel, comme on dit, entre le Covid-19 et d'autres pathologies, effectivement, est un problème qui se pose. Mais, à ma connaissance, dans tous les centres actuellement, il y a des tests rapides Covid et il y a des tests rapides pour le paludisme. Et la dengue serait un diagnostic différentiel une fois qu'on a écarté les deux. Donc, à la moindre suspicion, la directive est de faire ces deux tests. Et ensuite, s'ils sont négatifs, de penser à une dengue. En médecine, quand il y a un signe qui peut te faire dire qu'il s'agit de telle pathologie, dans cette situation, on appelle ce signe-là un signe pathognomonique. En fait, c'est un signe qui signe une pathologie. Dans cette situation, c'est très confortable. On a ce signe, donc il s'agit de cette maladie. Il existe plein de maladies en médecine que l'on reconnaît grâce à un signe. Mais rappelez-nous un peu ces signes. Est-ce qu'il s'agit de frissons, la fièvre Non, il n'y a pas de signe pathognomonique. Justement, le Covid-19 est une maladie polymorphe. Polymorphe, et il n'a pas fini de nous étonner. Polymorphe, ça veut dire qu'il change. Rien qu'aujourd'hui, j'écoutais RFI, et il parle d'un signe nouveau, le hoquet. Ouais. Le hoquet, oui, chez le Covid-19, avec rien d'autre qu'un hoquet. Bien après, d'autres signes peuvent venir s'aligner sur ce hoquet. Mais au début, il n'y avait qu'un hoquet, et il est positif au Covid. Ça a étonné tout le monde.
Mais le Covid, comme je vous dis, n'a pas encore fini de nous étonner. C'est une maladie nouvelle et nous n'avons pas assez de recul pour bien cerner son comportement. Aujourd'hui, docteur Gel, on voit beaucoup d'automédicamentation, même naturelle, à base naturelle à la maison. Prenez du jus de citron, prenez du thé, prenez de chaud, prenez de la soupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? De toute façon, ce que je peux dire, c'est que l'automédication est à proscrire. L'automédication est à proscrire. Il ne faut pas aller prendre un médicament pour n'importe quoi. La médication doit être prescrite par un professionnel, quelqu'un de formé à prescrire les médicaments. L'automédication, en tout cas, pour les recettes aller de à la grand-mère, pharmacie acheter un médicament, non. même pour les recettes de grammaire, je veux dire, bon, les recettes de grammaire, ils ont leur secret et leur truc. Bon, tout le monde utilise tant que c'est encore naturel. Oui, je peux comprendre, mais certains cocktails, en tout cas, de recettes de grammaire. Justement, est-ce que vous en avez de recettes de grand-mère, justement, à conseiller, par exemple, pour la grippe, là, en ce moment, et pour les autres choses? Non, moi, je n'ai pas de recette de grammaire à conseiller. Le conseil que j'ai à donner, si quelqu'un ne se sent pas bien, d'aller vers un professionnel de santé, essayer de comprendre de quoi il s'agit. Faire le diagnostic et faire une prescription adéquate. Je n'ai pas de recette de grammaire. Pas de citron, pas de quinquilibre. Je n'ai pas de recette de grammaire à donner. Et je ne conseille pas de recette de grammaire. Je conseille d'aller voir un professionnel de santé. Pas de vitamine C non plus? Je conseille d'aller voir un médecin, d'aller voir un infirmier dans le centre de santé, au poste de santé, demander de l'aide, faire le diagnostic et le traitement adéquat va suivre. Pas de recette de grammaire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'automédication, Dr Mohamed Yahya? Je suis parfaitement de l'avis de Dr Ndiaye. L'automédication est à proscrire. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une pathologie qui a été énormément médiatisée. Chacun y va de sa recette miracle. Bien des gens s'accordent à dire que... Mais selon vous, quelle est la recette la plus répandue que vous entendez souvent? Les boissons chaudes... Bon, moi, je pense que pour ce qui est des recettes de grammaire, il n'y a pas de mal pourvu que ça ne fasse pas de mal. Quand on dit boire chaud, bon, il faut boire chaud. Des aliments alcalins, je ne sais pas, de l'orange, de l'ail, ça ne fait pas de mal. Si ça peut faire du bien, c'est tant mieux. Sinon, il se sera toujours alimenté. Le docteur est quand même d'accord avec moi qu'il y a des recettes de grand-mère qui peuvent un petit peu aider. Je vous dis que cette maladie a été tellement médiatisée et à chaque fois qu'il y a une thèse, il y a son contraire quelques jours après. Ça, c'est si bien que si j'ai un conseil à donner à la population, c'est de ne pas beaucoup se fier à tout ce qui se dit sur l'Internet. De plutôt se référer au canal officiel qui est le ministère de la Santé, qui est très au courant de ce qui se passe à l'OMS et de ses directives, et de ne pas beaucoup se fier à l'Internet. Il y a tellement de choses qui circulent. Et puis argumenter de manière à convaincre les plus avertis. Mais docteur Mohamed Yahya, qu'est-ce que vous conseillez? Par exemple, nombreuses sont les maladies chroniques et d'autres patients qui souffrent de soucis de santé, justement. Qu'est-ce que vous conseillez à ces patients pour faire face? Quelle est leur place actuellement dans toute cette situation? Non, ces gens qui sont porteurs de pathologies chroniques, ils ont une attention particulière. C'est des gens qui ont, comme on dit, des facteurs de risque. Quand on a un facteur de risque, on doit bénéficier d'une attention particulière. Ces facteurs de risque peuvent être soit des pathologies respiratoires chroniques, cardiaques, un diabète, une hypertension artérielle. Tout individu. Et puis on a remarqué que ce sont ces gens-là que le Covid tue le plus, avec les gens âgés. Les gens âgés et les gens porteurs de pathologies chroniques bénéficient d'attention particulière. Je suis sûr que la majorité des hôtes de Dr Ndiaye, c'est des gens comme ça.
Mais Dr. Ndiaye, pouvez-vous nous donner des raisons scientifiques? Qu'est-ce qui fait que le troisième âge sont vraiment un facteur beaucoup plus exposé? Facteur de risque. Il y a une diminution des capacités immunitaires, et puis c'est le terrain des maladies chroniques, l'hypertension artérielle, le diabète, la pathologie, les cardiopathies. Et tout ça, ça affaiblit les moyens de défense et rend l'individu fragile. Donc, c'est pourquoi, comme il a dit, ces sujets doivent avoir une attention particulière. Et c'est pourquoi toutes ces mesures qu'on essaie de prendre, c'est de protéger d'abord ces populations. Quels sont les moyens, qu'il faut faire pour renforcer justement cette... Comment, pardon? Quels sont les moyens qu'il faut adopter justement à ces personnes de troisième âge qui souffrent de pathologies pour renforcer le système immunitaire? Oui, bon, d'abord une bonne alimentation, une alimentation vraiment riche et diversifiée en vitamines. Voilà, selon vous, qu'est-ce que c'est qu'une bonne alimentation, par exemple? C'est une alimentation équilibrée qui contient des protéines, des glucides et des lipides en fractions équilibrées. Donc, mais est-ce que vous pouvez être beaucoup plus explicite pour que tout le monde puisse comprendre? Glucides, lipides, c'est pas tout le monde qui peut... Oui, mais c'est une alimentation équilibrée donc qui apporte... Où est-ce qu'on peut en trouver, par exemple? Qui apporte du sucre, donc c'est ce qu'on appelle les glucides. Donc pas pour les diabétiques, la majeure partie parce que notre énergie, en fait, c'est le sucre qui constitue l'énergie qui nous permet de bien fonctionner, de faire des exercices, de faire des mouvements. Donc il faut un bon apport glucidique, les protéines. Mais pas pour les diabétiques. Bon apport glucidique. Non, même pour les diabétiques, il y a un apport glucidique, mais qui est mesuré. Donc, quand on dit diabétique, là, bon, on peut pas, c'est pas l'objet aujourd'hui de TIC, mais quand on dit diabétique, ça ne veut pas dire que tout ce qui est sucre est banni. C'est les sucres à absorption rapide qui sont généralement interdits chez le diabète. Mais le reste, tous les féculents et tout ce que nous mangeons, d'autres, et maintenant pour les autres? Le sucre. Et puis il y a les lipides, c'est-à-dire les huiles, tout ce qui est huile, tout ce qui est gras, surtout il y a les huiles essentielles, donc les acides gras non polyinsaturés, donc qui ne poseront pas de problème cardiovasculaire ou qui ne risquent pas de faire des plaques d'athérome qui risquent d'obstruer Comme les graisses? Comme les graisses, donc les mauvaises graisses qui risquent d'obstruer les trucs et tout. Et puis les protéines qui sont très importantes pour le développement et donc pour l'entretien des tissus et tout. Donc c'est vraiment, ça doit être équilibré entre ces trois fractions alimentaires doivent être équilibrées. On ne doit pas manger que des sucres, on ne doit pas manger que des protéines, et puis non, c'est un juste milieu qu'il faut avoir pour avoir un régime bien équilibré et bien varié. Donc, et du lachiri hako, par exemple? Le lachiri hako, c'est un bon régime. Le hako, les feuilles contiennent des trucs. Le lachiri, c'est le mil, et le mil est très riche. Le mil est très riche, que ce soit le sorgho ou le petit mil. Chez vous viennent du méchoui, entre autres? Le méchoui, il faut faire attention, il faut manger le méchoui, mais quand même, il faut pas en abuser parce que c'est de la graisse, surtout la graisse animale, et parfois quand même dangereuse. Donc, manger bien. D'accord, et c'est pas seulement manger, ce n'est pas se remplir le ventre, mais c'est de manger bien et manger sainement. Docteur Mohamed Yahya, quel conseil donnez-vous justement pour l'alimentation au troisième âge comme le dit Ndiaye, personnes souffrant de maladies chroniques? Une alimentation diversifiée, c'est la base d'une bonne alimentation. Et il ne faut pas manger beaucoup de la même chose, mais il faut manger un petit peu de tout. Vous me rappelez une anecdote. J'ai posé une fois cette question, d'ailleurs tout le monde la pose, à un expert. Je lui ai dit, que conseillez-vous comme alimentation? Une alimentation qui serait parfaite. Est-ce qu'elle existe celle-là? Il m'a dit, je vais vous donner un bon conseil.
mangez ce que mangeait votre père et votre grand-père. Vous n'aurez pas de problème. Pour ce qui est du Covid... Qu'est-ce que mangeaient du couscous du couscous ou... Oui, il m'a fait rire en fait. Pour en revenir à l'alimentation, donc diversifier, mais ça me rappelle qu'il faut aussi une très bonne hydratation, surtout en cette période d'hiver où l'on peut avoir soif sans s'en rendre compte, avec le froid qu'il y a. Il faut veiller à boire une quantité d'eau quotidienne, même quand on n'en a pas vraiment envie. C'est essentiel. Tous nos organismes en ont besoin et fonctionnent avec l'eau qui circule en nous. Il fait plus de 70% du corps humain et il est nécessaire de les maintenir à ce taux. Merci. Maintenant, Dr Mohamed Yahya, nous voudrons savoir plus sur vous et sur le travail que vous faites au niveau du centre d'Elmina. Nous faisons essentiellement des dépistages. Nous faisons toute structure de santé, nous en avons 6, 3 centres de santé et 3 postes. Et chaque structure fonctionne comme une entité, une mini-entité de dépistage. Ils ont leurs tests. Et la directive, comme je le disais tout à l'heure, est de faire un test à la moindre suspicion. C'est laissé à la convenance du personnel de santé. Quelquefois, c'est une fièvre qui attire son attention. Quelquefois, c'est un problème pulmonaire. Quelquefois, c'est les deux. Quelquefois, c'est des myalgies. Et l'attention particulière, comme je le disais, est réservée aux porteurs de tard et aux gens d'un certain âge. Justement, quelle réponse apportez-vous justement à ces différentes situations? Justement, vous faites le dépistage au niveau du centre oui, et tout. Comment ça se passe après? Nous faisons le dépistage. Quand il y a des facteurs de risque, l'individu est référé au centre de prise en charge. Quand c'est un individu qui ne présente pas de signes ou des signes discrets, il est confiné chez lui, en contact permanent, de tous les jours, par téléphone, avec la directive de signaler, de s'isoler et de signaler tout événement de santé qui pourrait survenir dans la maison. Docteur Ndiaye, tout le monde vous connaît depuis le début de la pandémie, on vous voit souvent. Comment se passe votre quotidien, surtout avec cette nouvelle recrudescence des cas de Covid? Bon, mon quotidien, c'est le quotidien de tout praticien hospitalier. En fait, le Covid, je ne suis pas seul. Le Covid, peut-être que la nature a fait que j'ai apparu le plus, mais nous sommes une équipe. Nous sommes une équipe, je ne suis pas seul. Justement, comment vous travaillez au niveau de votre équipe? Comment vous faites face à tout ça? En fait, nous recevons des patients déjà diagnostiqués, étiquetés Covid. Donc nous assurons la prise en charge. Donc nous sommes au centre hospitalier national, donc au nouveau bâtiment qui a des services des maladies infectieuses, qui a une capacité quand même assez importante de 50 lits et qui a aussi la possibilité vraiment de faire une réanimation également. En fait. Donc nous sommes une équipe de 3 médecins spécialistes mais êtes-vous saturé actuellement, oui ou non? Parce que vous parlez au début, êtes-vous saturé, oui ou non, actuellement? Parce que vous parlez un peu de beaucoup d'hospitalisations. Oui, il y a beaucoup d'hospitalisations. Bon, vous savez que les hospitalisations, c'est cyclique. C'est des patients qui rentrent et des patients qui sortent. Il arrive des moments où il y a un taux d'occupation qui est vraiment Est-ce que vous êtes saturé? Est-ce que le nombre de lits est suffisant pour continuer tout ça? Au moment où je vous parle, nous avons 34 hospitalisés, donc c'est une capacité de 50 lits.
Donc, ces hospitalisations, parfois nos hospitalisations aussi avec des accompagnements parce que nous avons des patients qui sont parfois grabataires. Donc, il n'y a pas de surchauffe, il n'y a pas de surcharge. Bon, pour le moment, on n'est pas trop surchargé, mais avec l'évolution du TIC, et voilà quoi, c'est pas aussi surchargé que ça. Au moment où je vous parle aujourd'hui, nous étions à 34 malades, donc entre la réanimation et l'hospitalisation continue, l'hospitalisation commune. Et c'est ça quoi. Donc notre quotidien vraiment c'est la prise en charge, c'est d'accepter, de voir des malades qui sont diagnostiqués récemment et qui ont des problèmes respiratoires ou bien qui ont des problèmes de pathologie chronique avec le Covid. Donc c'est la crainte de la décompensation de pathologie chronique parce que souvent ce n'est pas le Covid qui tue, hein. C'est plutôt la pathologie qui est associée au Covid, mais qui risque d'emporter. Quels sont, avec la résurgence de la Covid, quels sont les besoins prioritaires sur le plan sanitaire? Bon, les besoins, c'est essentiellement de renforcer les équipes de prise en charge, mais c'est surtout essentiellement les besoins de ressources humaines. Aujourd'hui, je pense que s'il y a le maillon faible aujourd'hui, si on peut parler, c'est les ressources humaines. C'est le manque de ressources humaines parce que la charge de travail est très, très importante. Donc, si vous, par exemple, là, je vous dis, on a une capacité de 50 lits entre la réanimation et l'hospitalisation commune. On a depuis en tout cas ce mois, aujourd'hui on fait 2 médecins généralistes de garde, ce qui est bien. Et alors qu'avant c'était un seul médecin qui passait la nuit. Donc vous imaginez si vous avez 30 malades pour un seul médecin, c'est énorme. Bon, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir 2 médecins avec un 3e médecin qui est le senior d'astreinte et qui est là également aux besoins. Donc je pense que l'essentiel, c'est les ressources humaines. Il faut investir sur les ressources humaines. Brièvement, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, l'annonce du vaccin contre le Covid-19 suscite beaucoup d'espoir. En même temps, des interrogations. Ne craignez-vous pas que les pays africains soient les derniers servis, par exemple? Non, je ne pense pas. Je pense que ça, c'est une phobie que les gens ou je ne pense pas. La preuve, c'est que je pense qu'un des pays voisins, je pense qu'il a déjà commandé ce truc. Et je pense aussi que le nôtre, je suis sûr je n'ai pas de doute là-dessus. Je suis sûr qu'à haut niveau, on est en train de réfléchir à comment acquérir le plus tôt possible de vaccins et pour pouvoir vacciner vraiment le personnel de santé et les sujets les plus vulnérables. Je suis sûr je ne me fais pas de doute là-dessus que nous ne serons pas les derniers servis. Les Anglais, les Américains sont quand même sont un peu dans la course pour être vaccinés les premiers. Forcément, parce que c'est eux les producteurs et c'est eux également les vendeurs. Nous ne sommes que des acheteurs. Oui. Mais je pense que nous ne serons pas les derniers servis. Donc nous serons peut-être les derniers servis. Nous ne serons pas les derniers servis. Nous ne serons pas, je pense pas. Je pense qu'à haut niveau, je suis convaincu. Et pourquoi vous pensez que... Mais parce que la santé de la population a été toujours le souci des autorités sanitaires. Et depuis que cette pandémie a commencé, on a vu vraiment l'intérêt et les manifestations, vraiment combien les pouvoirs sanitaires et les autorités ont manifesté leur intérêt et l'importance qu'ils accordaient donc à la sauvegarde de la santé des populations. Oui, pour faire une vaccination de masse, est-ce que le pays est prêt pour ça, par exemple? Pour ce qui est de... préparé dans ce cas de figure. Est-ce qu'il y a des craintes de ne pas se faire vacciner? Moi, je pense que non. Parce qu'actuellement, il y a une course effrénée vers la production de vaccins. Il y a actuellement 237 laboratoires qui ont annoncé la prochaine commercialisation d'un vaccin. Plusieurs en ont déjà mis sur le marché. Nous avons un pays de population. Ce n'est pas comme, par exemple, de gros pays avec des dizaines de millions d'habitants.
Nous sommes une petite population. Mais est-ce que nous sommes préparés justement pour une vaccination de masse en Mauritanie? Est-ce que nous sommes préparés pour ça? Pourquoi pas? Comme tous les pays, certaines tranches seront visées d'abord. Nous avons l'expérience de vaccination de masse. On en a toujours fait. Et il n'y a pas de raison que ça ne se fasse de la même manière et que ça ne pose pas de problème en réalité. Ça ne posera pas de problème, j'en suis sûr. Et les vaccins, d'ici quelques temps, il y en aura plus que pour tout le monde. Avec 237 pays, plutôt laboratoires en lice pour la production de vaccins, il y en aura certainement assez. Et pour la disponibilité du vaccin, Dr Ndiaye, vous pensez qu'il y en aura assez pour tout le monde, la disponibilité du vaccin? Mais bien sûr, je dis que moi, je ne me fais pas de doute que... Vous êtes optimiste? Je suis très optimiste, que si ce n'est pas déjà acquis... Mais sur le plan organisationnel, par exemple, parce que le problème peut se poser de ce côté-là, sur le plan organisationnel. Non, il n'y aura pas de problème. Il y a des priorités. Quand le vaccin sera là, peut-être qu'on va vacciner en premier le personnel, et puis ensuite on verra les sujets les plus fragiles et les plus vulnérables, et ainsi de suite. Après, on fera, ça se fera certainement par étapes, certainement par étapes. Mais tout le monde pourra avoir un vaccin. Celui qui désire se vacciner pourra se vacciner. Il ne faudrait pas quand même que quand le vaccin sera là, que les populations soient réticentes. Justement, est-ce qu'il y a une campagne de sensibilisation justement sur ce sujet-là? Bon, à chaque chose son temps. Je pense que tout ça rentrera dans la programmation. Tout ça est en train d'être planifié, acquérir les vaccins, planifier la vaccination et comment il faut la faire. Donc la communication, il y aura toute une communication autour de ça, et je pense que les autorités sont là-dessus. Je pense que, je suis optimiste. Est-ce que nous pouvons revenir brièvement sur l'importance des gestes barrières et tout, parler aux populations et mesurer un petit peu la gravité de ce qui se passe rapidement, parce que bien nous sûr, mais plus j'aimerais d'abord que la population comprenne. Est-ce que les gestes barrières peuvent vraiment protéger? Effectivement, les gestes barrières peuvent protéger, mais il faudrait que la population comprenne d'abord que le Covid-19 est une réalité et non pas une fatalité. C'est une réalité en Mauritanie, qu'ils le comprennent. Qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, en tout cas avant que le vaccin ne soit dans le pays, qu'on commence à vacciner, le seul salut que nous avons, c'est le respect des mesures barrières, notamment le port de masque, la distanciation sociale. Distanciation sociale, ça veut dire que nous devons éviter tout regroupement inutile. Les baptêmes, les mariages, les cérémonies, je ne sais quoi, religieuses, aujourd'hui, qui ne sont pas utiles, il faut les éviter parce que ça multiplie le nombre de contacts et ça augmente le taux de reproduction des cas. Donc, les gestes barrières, et nous avons eu l'expérience que la première vague, c'est gestes barrières. Le fait de confiner, le fait de sensibiliser les gens et qui respectaient, qui mettaient les masques éthiques, ça nous a donné un répit et qui nous a permis en tout cas de gérer très bien la première vague. Donc ces gestes barrières, c'est des gestes sans doute qui sont salvateurs que la population doit respecter. Il ne faudrait pas qu'on arrive, comme a dit Dr Yahya au départ, il faudrait que la population soit elle-même, que ces mesures viennent d'elle-même, ces décisions. Il ne faudrait pas qu'on arrive à l'obligation d'imposer à la population ces gestes barrières. Que vous ne portez pas le masque, on va faire une sanction pécuniaire ou que... Non, il faudrait que la population comprenne que c'est ça. Est-ce qu'il faut confiner, par exemple, si les gens ne respectent pas les gestes barrières? Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui, vous? Je le disais tout à l'heure, ce ne serait pas une aberration que beaucoup de pays qui avaient confiné une première fois et qui avaient déconfiné commencent à reconfiner encore. Je pense qu'il n'y a rien à redire à ce qu'a dit Dr Ndiaye. Ces mesures barrières, ils doivent absolument être observées. Les sujets âgés doivent bénéficier d'une attention particulière dans la maison. Les enfants qui vont et qui reviennent, bien que, a priori, apparemment, ils ne développent pas de forme sévère, mais sont un vecteur extraordinaire quand ils vont toucher à tout et revenir à la maison. Il faut qu'il y ait une certaine discipline. Il
faut que à l'entrée, que ces enfants puissent se laver les mains en entrant, se les désinfecter, ne pas approcher de trop près les gens, les vieux ou les gens porteurs de tard qui les fragilisent. Eh bien, merci beaucoup, docteur Mohamed Yahya. Je rappelle que vous êtes le médecin-chef de la Mourata d'Elmina. Merci également à vous, docteur Amadou Ndiaye, responsable du centre d'isolement Covid-19. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute notre équipe technique, à leur tête le réalisateur Elie Cher qui nous a accompagnés tout au long de notre émission. Merci à nos coordinateurs préférés, bien sûr, Rabia Deda et Mamadou Gueye. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir.